Merci très très chaleureusement tous les organisateurs de ce colloque de m'avoir permis d'intervenir ce matin. Merci encore. Je vais parler 50 minutes maximum. Alors j'ai vraiment besoin d'un gardien du temps, d'accord? 5 minutes avant. Et bon voilà, donc je fais ma conférence et puis ensuite on a 10 minutes de discussion entre. Bon, voilà. Donc bonjour à tous, à toutes. Jacques m'a présenté. Je commence tout de suite. Philosopher avec les enfants par la médiation de la littérature de jeunesse. Alors je vais commencer. Si le PowerPoint veut bien fonctionner, mais là il a 35 pages. Voilà. Souligner un paradoxe, c'est celle de cette rencontre qui peut paraître complètement improbable entre deux mondes qui a priori ne se rencontrent pas, en tout cas dans l'institution scolaire. C'est le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. Vous savez, c'est pas du tout une exception, mais en France, c'est à peu près partout dans le monde pareil, mais la philosophie en tant que discipline scolaire n'est enseignée qu'au lycée, en classe terminale, avec une option maintenant possible en première. Et je le rappelle toujours lors de mes conférences, on dit toujours la philo en terminale. On oublie de préciser que c'est la philosophie dans les lycées généraux et technologiques, pas professionnels. Il n'y a pas de philosophie officiellement, il y a des expérimentations, mais les lycéens professionnels n'ont pas droit à cette pauvre petite année de philosophie. Qui dans la salle a un bon souvenir de son cours de philo terminale? Alors moi, je le fais souvent en amphi avec mes étudiants M1, M2. Je peux vous dire, il n'y a pas la moitié de la salle qui lève la main. Bon, on n'est pas là-dessus, mais on pourrait dire que tout est fait institutionnellement pour que ça ne marche pas. Voilà, la philo en terminale, une année, donc un professeur. Donc ça joue beaucoup évidemment sur la personnalité. Alors bon, si vous avez la chance de redoubler, éventuellement vous pouvez en avoir 2. Mais sinon, voilà, ça joue beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de représentations qui peuvent être plus ou moins erronées de la philosophie. Il y a évidemment, c'est l'année du bac. Voilà, il y a une année et en plus c'est l'année du bac. Et avec des épreuves qui sont à la fois très exigeantes intellectuellement, c'est des très belles épreuves, écrire une dissertation, faire un commentaire de texte, sauf qu'on a 6 mois pour préparer à ça. Donc, c'est quand même pas bien foutu pour que institutionnellement cette discipline elle fonctionne, elle donne soif de continuer éventuellement à faire de la philosophie. Alors, je vais dire pourquoi ce serait important de commencer bien avant la terminale, dès la grande section de maternelle, allons-y. Mais surtout, là, je voudrais dire par rapport à la philo terminale, autant on peut ne pas être d'accord sur l'âge du philosopher. À quel âge on peut commencer à philosopher? Donc là, c'est une question philosophique parce que ça dépend de ce qu'on définit en termes d'enfance, de capacités cognitives, affectives, psychologiques, rationnelles, tout ce que vous voulez, linguistiques. L'enfant est-il capable de philosopher? On peut dire oui, on peut dire non. À quel âge? 7 ans, 8 ans, 13 ans, on peut se disputer des heures, faire des colloques internationaux, voilà. Sans fin, très bien. On peut ne pas être d'accord. Mais qu'au même âge, des enfants de 17 ans, en lycée technique, en lycée généraux, eux, on leur dit vous êtes capables. Et les lycées professionnels, on leur dit vous n'êtes pas capable, et puis surtout, c'est pas très utile. Ça, c'est vraiment scandaleux. Voilà, c'est dit, s'il y a des inspecteurs généraux dans la salle, c'est fait. Non, voilà. Cette idée, vous voyez, de cette distance, parce que le thème de la philosophie, la journée mondiale de la philosophie, on a bien de le souligner, mais on est le 17 novembre, journée mondiale de la philosophie. Le thème cette année, c'est la distance. Alors, s'il y a une telle distance entre le monde de l'enfance et le monde de la philosophie, on va voir qu'on peut la résoudre. S'il y a cette distance institutionnelle, c'est parce que justement, on pense qu'il faudrait pour philosopher avoir un bagage intellectuel, linguistique, culturel que les enfants n'ont pas et que les lycéens professionnels n'ont pas. Bon. Ceci étant dit, maintenant on va parler de la philosophie avec les enfants. Des enfants très très jeunes, je parle d'enfants de 4 ans, là ici on est en grande section de maternelle, ils sont pourtant dans une expérience philosophique fondamentale, presque originelle, et en philosophie on appelle ça l'étonnement devant le monde. Alors ça, tous les parents connaissent ça, 3-4 ans, c'est l'âge des « et pourquoi ?» Pourquoi ? Et comment ? Et pourquoi ? Voilà, bon,
avec leurs questions. Alors Aristote en parlait déjà, il disait que la philosophie, et d'ailleurs pas seulement la philosophie, mais toute pensée humaine, naît d'abord parce que les hommes, les humains, sont capables d'une expérience originelle que les animaux n'ont pas. Ce qui distingue pour Aristote, par exemple, les humains des autres animaux, pour lui, c'est d'abord et avant tout la capacité à s'étonner. C'est parce que les hommes s'étonnent devant le monde, et pourquoi, et comment, qu'ils vont générer toutes les formes de pensée explicatives, les mythes, la religion, les sciences, la philosophie, les arts existent d'abord et avant tout parce que les humains sont capables de se poser des questions devant le monde, étonnement devant le monde. Il y a un très beau livre d'histoire de la philosophie qui est un classique pour les étudiants en philosophie de Jeanne Hersch, qui s'appelle L'étonnement devant le monde et qui fait toute l'histoire de la philosophie à partir de cette expérience fondatrice. Et ça, il n'y a pas besoin d'être prof de philo pour le savoir. Je pense même que tous les parents, tous les éducateurs ont été confrontés au questionnement. Et parmi les questions des enfants, il y a des questions qui sont vraiment profondément philosophiques. Elles sont vraiment extrêmement étonnantes. Et moi, pour l'anecdote, quand j'ai découvert... alors j'ai la date exacte parce que ça, vous allez voir, ça correspond à l'âge de ma fille aînée. Quand j'ai découvert il y a 24 ans, il y a 20 ans, l'existence de la philosophie avec les enfants, j'étais professeur déjà à l'UFM à l'époque, ça s'appelait. Et j'entends parler pour la première fois de l'existence des pratiques de philosophie à l'école. En bonne prof de philo, issue des classes préparatoires, de la grecque, etc., ma première réaction quand j'entends philo avec les enfants, c'est de dire mais n'importe quoi. Non, mais on ne philosophe pas avec les enfants. Oui, la philo, c'est en terminale. La philo, c'est les auteurs, c'est lire Kant, c'est lire Heidegger, c'est faire une dissertation. Alors, 4 ans, tu parles. N'importe quoi, c'est des magots. Enfin, c'est comme les cafés philo. Regardez ça un peu de loin, quoi. Un truc un peu des magots. Et la chance que j'avais, c'est qu'à la maison, il y avait Adèle, 4 ans. Et Adèle, 4 ans, elle va me voir, elle dit « Maman, est-ce que le premier homme, il avait une maman ?» Je dois réfléchir, parce que si le premier homme, il a une maman, en fait, c'est pas le premier homme. 4 ans. Voilà. Et puis, etc. Et c'est vrai que pour l'anecdote, je dis, Adèle, fille de prof de philo, c'est un génie et tout ça. Et les copains instit, je leur dis, ma fille Adèle, elle m'a dit ça. Elle me dit, bah ouais, mais moi, il m'a demandé. Je pensais que ma fille était un génie, mais en fait, pas du tout. C'est tous les enfants qui sont comme ça. Et ça a vraiment commencé comme ça, c'est-à-dire ma résistance, mes préjugés envers la philo avec les enfants ont été un peu dénoués par les questions de ma propre fille pour essayer de répondre à ces questions sur la mort, sur l'amour, sur le mal. Je vais voir du côté de la littérature de jeunesse. Et à l'époque, c'est pareil, j'avais plein de préjugés. Pour moi, c'était Martine et Choupi, point barre. Et pareil, je rentre dans une librairie jeunesse, il y a 20 ans, plein de préjugés. Je rentre dans une librairie jeunesse et je découvre Anthony Brown, Kitty Krauser. Il y a peut-être de quoi faire. Voilà. Et puis j'ai décidé de faire une thèse et puis me voilà aujourd'hui. Voilà. Donc merci Adèle. Merci Adèle et merci aux enfants d'être dans l'étonnement devant le monde. Alors, cette capacité des enfants à philosopher, déjà Épicure, donc ça remonte à loin quand même, disait on n'est jamais ni trop jeune ni trop vieux pour philosopher. Et puis il y a un autre philosophe que j'aime beaucoup, c'est une citation que j'aime bien, c'est Montaigne. Regardez ce que disait déjà Montaigne, on est en 1582. Elle est très actuelle, on pourrait dire la même chose aux inspecteurs généraux de philosophie. Il est incroyable que les choses en soient là en notre siècle. Que la philosophie ne soit, même chez des gens d'entendement, qu'un nom vain et fantastique. Enfin, c'est un truc compliqué, élitiste, voilà, philo, auquel on n'accorde ni utilité, ça sert à quoi? Aussi bien dans les esprits que dans la réalité. Qui va interviewer le philosophe à la réalité? On a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants. Et d'un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Mais qui me l'a masqué de ce faux visage pâle et hideux? Il n'est rien en fait de plus gai, de plus gaillard, de plus enjoué, pour un peu, je dirais, de plus, j'adore, folâtre. Folâtre, elle ne prêche que fête et bon temps, une mine triste et transie montre que ce n'est pas là son gîte.
Donc la philosophie, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que c'est folâtre, en fait. Voilà. J'ai fait un atelier philo hier et ça s'est bien passé. Ils ont rigolé tout le temps. Je redirais que c'est pas parce que c'est difficile. Alors on va voir l'exercice philosophique, effectivement c'est difficile, c'est rigoureux. On va apprendre à réfléchir de façon rationnelle, logique, on va argumenter, on va faire la gymnastique du cerveau. Ça va pas être facile intellectuellement, ça va pas être facile affectivement parce qu'on va venir bousculer des préjugés, des représentations initiales, ce que disent les parents qui n'est pas toujours vrai. Donc ça va être difficile intellectuellement et affectivement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire dans la joie. Et ça, c'est important aussi que si on veut déconstruire les représentations de cette philosophie élitiste, inaccessible, chiante, tout ça, réservée à, c'est important que nos pratiques pédagogiques elles soient aussi ludiques. Et on va voir en quoi la littérature de jeunesse, elle permet aussi d'enrôler les élèves dans un exercice à la fois exigeant, ambitieux et joyeux. Alors, la philosophie avec les enfants, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se développe sous des formes extrêmement diverses, partout dans le monde, d'où, merci Jean-Jacques Delavoye, rappeler une chaire UNESCO qui a pu être créée en 2016 et qui permet de coordonner le réseau international de chercheurs, de formateurs et de praticiens. Elle est désormais préconisée parfois dans certains programmes. Vous savez peut-être qu'en France, on a eu une toute petite période avec les programmes, alors je ne sais plus les dates, je suis nulle pour ça, mais 2015, merci Fatima, je regarde voilà, où il y avait des discussions à viser philosophiques dans le programme de LC, ils ont été retirés, reviendront, c'est pas grave. En Belgique, il y a un cours de philosophie citoyenneté dès le CP. Et puis, avec la chaire UNESCO, moi je suis contente de pouvoir le dire, cette pratique-là a été retenue par l'ONU dans la préconisation pour les systèmes éducatifs à l'horizon 2030. Bon, les États en font ce qu'ils veulent, des préconisations de l'ONU, c'est bien ce qu'ils en font. N'empêche que, institutionnellement, c'est quand même important, c'est un signe de reconnaissance institutionnelle. Donc, si vos inspecteurs vous embêtent en disant c'est pas au programme, vous leur dites on s'en fout, c'est préconisé par l'ONU. Moi, je rigole, enfin bon, voilà. Alors, un petit historique pour ceux qui découvrent complètement un nom important, très important dans l'histoire de la didactique de la philosophie avec les enfants. Matthew Lipman, qui était professeur de logique à l'université de Montclair, dans le New Jersey. Alors, vraiment, la logique et l'épistémologie, c'est l'UE qui est vraiment la bête noire de tous les étudiants de philo, en général. Et Lipman, il trouvait que ses étudiants, qui avaient une vingtaine d'années, avaient beaucoup de mal à répondre aux exigences intellectuelles de son cours. Et il se demande si on commençait beaucoup plus tôt, si on les exerçait beaucoup plus tôt à réfléchir par eux-mêmes, à penser, eh bien, est-ce qu'on n'allait pas avoir de meilleurs résultats? Ça peut paraître évident, c'est comme le violon, plus on commence tôt et puis mieux on peut mieux en jouer. La philosophie, c'est pareil, c'est assez révolutionnaire. À l'époque, on est dans les années 1970. Et il va frapper à la porte de l'école de son village, à Montclair, et il y a une institut maternelle qui s'appelle Margaret Sharp et qui accepte d'accueillir ce chercheur dans sa classe. Ils vont travailler 30 ans ensemble. Et ils vont, très important, c'est pas une recherche purement universitaire qui serait éloignée du terrain, mais ils vont travailler beaucoup avec, la recherche collaborative, comme on dirait aujourd'hui, ça ne se disait pas à l'époque, écrire des manuels qui vont être traduits en français par nos cousins québécois, et qui vont arriver en France. Matthew Lipman, c'est le lapsus, c'était un disciple d'un philosophe que vous connaissez peut-être, John Dewey, philosophe de l'éducation et un des fondateurs de ce qu'on appelle le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est vraiment une philosophie qui est ancrée dans le réel. On dit souvent de la philosophie qu'elle est abstraite. Il n'y a rien de plus concret quand même que les questions que pose la philo. L'amour, c'est concret, non? Le bonheur, la mort, la justice, la liberté, la vérité. Il n'y a rien de plus concret, réflexion philosophique. Donc Dewey, il essaye de rendre la philosophie justement concrète et que la philosophie soit aussi une expérience. Alors le mot il est super important dans le pragmatisme, faire vivre le philosopher et basé sur le modèle de l'enquête, de la démarche scientifique. D'où l'idée chez Lipman de créer ce qu'il va appeler dans les classes des communautés de recherche philosophique dès le plus jeune âge. Alors, comment ça se déroule, une communauté de recherche philosophique, celle, pareil, qu'on n'aurait jamais vu, qui découvre un peu plus ou moins ces pratiques. Je ne sais pas si vous voyez bien un peu les images en fond. Alors, quelques principes.
à partir d'une question, soit qui est donnée directement par l'enseignant, soit qui est travaillée et formulée par les élèves eux-mêmes, et à partir d'un support. Je n'ai pas le temps de décrire précisément d'un point de vue didactique les différents dispositifs, mais voilà, on a une question qui est soulevée par la lecture d'une histoire et que formule soit l'enseignant, soit les enfants. Ça, c'est des vraies questions. Faut-il toujours dire la vérité, un peu classique. Une question que j'adore, que j'ai eue il n'y a pas très longtemps dans une classe de Sarcelles, j'adore. Peut-on être méchant et heureux? Je voyais cet enfant parce que c'était à partir des contes de Grimm, 3 souhaits. Si on avait 3 souhaits, qu'est-ce qu'on choisirait? Donc il y avait une expérience de pensée, etc. Puis à partir de là, au bout d'une demi-heure, il y a les questions sur le bonheur qui ont commencé à émerger. Et cet enfant qui dit, mais est-ce qu'on peut être méchant et heureux? Et je le voyais vraiment, c'était plus que n'importe quel adolescent de terminale, le lundi à 8h, quoi. Vraiment, l'expérience de se poser cette question. Il dit, mais si ça tombe dans la vie, les méchants sont plus heureux que les gentils. Et ça, c'est super pour les philosophes, parce que c'est une question qui est vieille comme le monde. Faut-il préférer le bonheur à la vertu? Une belle question, ça, j'adore. Donc les enfants, une fois qu'on a ces questions-là, le plus souvent ils sont assis en cercle parce qu'on va voir, on va être dans la coopération intellectuelle, on va discuter, débattre. C'est pas la seule modalité, le débat oral, mais c'est une modalité qui est quand même majoritaire dans ce type de pratique. À partir de cette question, ils vont être invités à réfléchir collectivement. Par un étayage, alors là j'insiste beaucoup parce que l'enseignant, c'est des représentations un peu initiales qu'on peut avoir de la philo avec les enfants. Pour moi, l'enseignant n'est pas du tout en retrait. Ce n'est pas une position de retrait, c'est un étayage spécifique. On va porter du vocabulaire, on va catégoriser, on va synthétiser, on va faire du fil conducteur entre les différents exemples qui sont donnés. Bon. Et donc, par un étayage précis de l'enseignant, les enfants vont être invités à évaluer le vocabulaire qui est scientifique, formuler des hypothèses, oui, non, peut-être, déduire des présupposés. Si tu dis cela, alors ça présuppose que, des conséquences, alors ça veut dire justifier leur opinion. Tu peux donner un exemple? Comment tu sais que c'est vrai? Argumenter. Et donc, ils vont évaluer collectivement. C'est vraiment la coopération intellectuelle, la validité à la fois rationnelle, logique, scientifique, les différentes propositions. Est-ce que ça tient la route, cette idée-là? Est-ce que ça tient la route d'un point de vue rationnel? Et est-ce que ça tient la route d'un point de vue éthique? Est-ce que tu aimerais vivre vraiment dans un monde? Est-ce que c'est souhaitable de vivre dans un monde où? Voilà. Donc on évalue collectivement la validité rationnelle et éthique des différentes propositions. Il n'y a pas une réponse en philosophie. Il y a plusieurs réponses possibles et l'idée c'est d'avoir une complexité, voilà, d'approche. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie, qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que la loi juste, etc. Et c'est donc aussi une activité de jugement critique des idées. J'insiste sur ce mot aussi parce que c'est pareil, dans la présentation initiale qu'on peut avoir des pratiques de la philo, on dit aux enfants, on ne va pas se juger, il n'y a pas de jugement. Moi je dis, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On va analyser, juger, critiquer. Avec les ados, j'appelle ça l'autopsie d'idées. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais l'autopsie d'idées, on a une idée, la justice c'est œil pour œil, dent pour dent. Oh, super, quelle belle idée. Quelle belle idée. Très intéressante. C'est vraiment très intéressant pour penser la justice, etc. Allez, on l'ouvre, l'idée. On va ouvrir et on va voir derrière, ce œil pour œil, dent pour dent, qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, justice égale vengeance. Ah bon, c'est exactement la même chose. On ne fait pas de distinction. À quoi ressemblerait un monde où justice et vengeance seraient exactement la même chose? Vivable, souhaitable, oui, non, pourquoi? On y va. Donc, c'est une activité de jugement. Faut-il toujours dire la vérité? C'est pareil, les enfants disent « Ah, c'est pas bien de mentir. » Ah bon? C'est sûr? Tout le temps? Il n'y a pas des circonstances où le mensonge serait à moindre mal? Allez, on examine, on regarde. Donc, un étayage précis de l'enseignant, une activité de jugement critique qui permet aux enfants de développer des habiletés de pensée spécifiques. Ils développent, alors ça on l'a vu dans les recherches qui sont menées, quand on peut effectivement faire des recherches sur du temps long. Évidemment c'est du temps long, quand on fait une thèse par exemple sur ces pratiques-là, on prend des corpus au moins une année et demie, voire 3 ans. Dans ma thèse j'ai pu suivre les mêmes élèves pendant 3 ans, les samedis matins, à l'époque les samedis matins, et j'allais animer des ateliers philo et pendant 3 ans on a pu voir les effets. Et si ces pratiques sont régulières,
effectivement, ils peuvent développer une pensée à la fois critique, logique, rationnelle, vigilante, prendre soin de ses idées, pas dire tout et n'importe quoi, prendre soin des idées des autres. Voilà. Je t'écoute, je ne suis pas d'accord, voilà. Et créative, parce qu'on fait beaucoup fonctionner, on va le voir aussi, l'imagination dans ces ateliers. Et c'est donc la philosophie avec les enfants, c'est une expérience que vont vivre les enfants. Quand je dis enfants, entendez adolescents aussi, hein, c'est vraiment de 4 à 18 ans. Puis même, on pourrait dire jusque mort sans suivre, hein, parce qu'on peut le faire entre adultes, en maison de retraite, hein, tout ça. Hein, ce que je veux dire. C'est à partir de 4 ans. Donc c'est une expérience de la pensée qui est commune, très important, encore une fois, cette coopération, qui fait le pari de développer l'esprit critique de chacun et de chacune par la rencontre avec les autres. Penser par soi-même, c'est jamais penser seul. On dit penser par soi-même, c'est pas un exercice solitaire. Hein. La pensée, c'est toujours un exercice de dialogue. On peut penser avec soi-même, hein, bien sûr, mais on pense aussi beaucoup avec les autres, la rencontre avec les autres de son âge, avec l'adulte, avec l'enseignant, avec les œuvres. Voilà, qu'on va rencontrer et qui vont changer notre vie. On peut dire que des fois, on peut rencontrer un livre de littérature, de philosophie, des artistes qui vont vraiment nous bousculer. C'est le rôle aussi de l'école de permettre cette émancipation et cette rencontre avec l'altérité. Ouais, j'ai déjà parlé 50 minutes, non, ça va. Je fais ce que je peux. Vous aurez le PowerPoint, bien sûr, je ne l'ai pas souligné, mais s'il y a des diapos que je ne passe pas, vous les aurez. Bon. Alors, les différents enjeux, pourquoi c'est important de porter les recherches sur la philosophie avec les enfants et de aussi former les enseignants pour que ces pratiques elles puissent se développer. J'en repère 3. Pourquoi c'est important? Il y a un enjeu d'abord éthique, de relation à l'enfant. On ne fait pas de la philosophie avec les enfants par hasard. Ça repose, et c'est un peu des effets comme ça de hamster, quoi. Ça repose à la fois sur une certaine représentation de l'enfant comme capable. Voilà. C'est anthropologique, on ne fait pas de la philosophie avec les enfants si on pense que les enfants ne sont pas capables de penser, qu'ils ne se posent pas de questions. Voilà. Donc il y a une représentation anthropologique de l'enfant derrière ces pratiques-là. Et puis en plus, si on en fait, ils se sentent de plus en plus reconnus. Donc il y a des enjeux de reconnaissance comme sujet, personne digne d'écoute et de respect. Sur ces questions-là, sur ces enjeux éthiques de reconnaissance, je vous invite à aller voir les travaux d'un psychanalyste qui s'appelle Jacques Lévin et qui a beaucoup travaillé sur ces enjeux de reconnaissance éthique par les ateliers de philosophie. Il y a un enjeu démocratique. Pourquoi on fait de la philosophie avec les enfants? Donc pour que les enfants se sentent reconnus en tant que sujet. On fait de la philosophie avec les enfants parce que les ateliers vont développer des habiletés, des capacités à discuter pacifiquement ensemble et de façon coopérative. On apprend la démocratie par la démocratie, par l'exercice démocratique. Alors il y a d'autres formes de débat, bien sûr, qui font apprendre aux enfants à débattre démocratiquement. Ça vient de la pédagogie coopérative. Sylvain Connac, que vous devez connaître peut-être par ailleurs, qui a fait sa thèse avec Michel Tozzi sur les débats coopératifs. Et puis il y a un enjeu politique au sens large et noble du terme. Eh bien, la pratique de la philosophie, elle a pour objectif d'émanciper. Elle a objectif de former à l'esprit critique et de lutter contre 2 écueils, qui peuvent être 2 écueils de la vie démocratique et humaniste, politique aujourd'hui dans le monde. C'est l'écueil du relativisme d'un côté, c'est-à-dire on peut dire tout et n'importe quoi, et puis c'est l'écueil du dogmatisme. C'est-à-dire que nos démocraties sont menacées par ces 2 risques de dérive, le relativisme d'un côté et le dogmatisme de l'autre. Et la philosophie avec les enfants forge, on espère, peut essayer de forger les enfants pour ne pas tomber dans ces 2 risques de dérive. Ça va? Un postulat de mes recherches, j'en viens, ça c'était un petit peu les fondamentaux de la pratique de la philosophie avec les enfants. J'en viens à la médiation de la littérature. Donc, moi, quand j'ai découvert l'existence de la philosophie avec les enfants, comment on peut faire concrètement avec des enfants de 6 ans un cours de philosophie? Moi, je suis prof de philo, donc je suis intervenue dans les classes d'abord comme prof de philo. Comment je peux adapter la pratique d'enseignement de la philo à des enfants qui ont 6 ans? Alors ça, c'était vraiment un postulat, on ne peut pas apprendre à philosopher sans médiation culturelle. Alors, il faut une médiation, il n'y a pas que du vécu des enfants, on va en discuter après, mais bon, c'est un préjugé fort, un postulat fort de base, qui vont permettre la rigueur de la réflexion et la mise à distance affective.
En philosophie, ça c'est les réflexes, les habitus de profs de philo de terminale. Alors, on ne dit pas je, on ne parle pas de soi. Pour plusieurs raisons, mais notamment parce que le subjectif, le vécu peut être trop chargé d'affect. Pour philosopher, il faut une forme de distance, de la distance. Aujourd'hui, dans la journée mondiale de la philosophie, une distance par rapport au vécu, par rapport au subjectif, par rapport à l'actuel. C'est la chouette d'Hegel qui ne peut commencer que quand les affaires humaines se sont déroulées. Et donc, il faut une médiation entre le vécu, le réel, l'actualité, pour pouvoir penser sereinement et à bonne distance affective. Comme les textes classiques, je l'ai dit tout à l'heure, de la philosophie, Kant, Heidegger, Spinoza, c'est peut-être un petit peu trop compliqué pour les enfants de CP, hypothèse. Voilà. C'est avec la littérature qu'on va leur permettre d'avancer dans cet apprentissage rigoureux. Et alors, je me suis rendu compte que, alors là, j'attaque le résumé un peu de ma thèse, que parallèlement au développement de la philosophie avec les enfants sous ses différentes formes depuis 50 ans, la littérature dite de jeunesse, il y a vraiment un grand parallélisme, a aussi connu une véritable révolution, que je vais décrire là, et qu'elle aborde désormais, c'est tout à fait nouveau, avec beaucoup de subtilité, d'intelligence, de complexité, de poésie, des questions philosophiques existentielles. C'est le même parallèle historique entre développement de la philosophie avec les enfants et éclosion d'un certain type de littérature de jeunesse tout à fait nouveau. Il me reste combien de temps, s'il te plaît? C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Bon, alors donc, il y a plusieurs représentations de l'enfant à travers l'histoire, voilà. Donc. Vous verrez mes diapos, voilà. Et disons que, voilà, si je vais vous en montrer quelques-unes, voilà, éclosion, j'avais tout l'histoire, mais voilà, donc j'ai pas le temps. Des albums de jeunesse contemporains, ça c'est... Alors c'est vraiment basé sur la même représentation de l'enfant qui est capable, qui a besoin de grands récits pour comprendre le monde. Vous savez, il y a deux grandes fonctions du récit. Alors, je résume un peu, bien sûr. Et ça, je me base sur un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, qui a beaucoup travaillé sur la fonction des récits. Pourquoi il n'y a pas de civilisation sans récit? Paul Ricoeur dit qu'il y a deux grandes fonctions, et il y a une fonction qui est très importante, qu'il ne faut pas du tout nier, c'est une fonction de divertissement. On a besoin de s'évader dans la fiction, parce que la fiction va nous permettre, je le dis de façon schématique, d'oublier qu'on va mourir. On oublie le tragique de la condition humaine, on oublie nos soucis, et on a besoin de la fiction pour s'évader. C'est au sens du philosophe Pascal, le divertissement. Voilà, comme dit Stromae, alors on danse. Très pascalienne cette chanson. On va mourir, quoi. Le monde est atroce, il y a des guerres nucléaires, machin, qui vont tout. Alors on danse. Alors on lit un livre qui va nous vider la tête. On va regarder une série sur Netflix ou ce que vous voulez, voilà. Et on sait très bien qu'en ouvrant ce livre, qu'en regardant ce film, qu'en regardant cette série, on va surtout ne pas réfléchir. Et c'est très important. Nous avons besoin de divertissement. Pour les enfants, c'est ça. Voilà, ils ont besoin. Voilà. On ne réfléchit pas là, d'accord? C'est complètement irréaliste. Il n'y a pas plus irréaliste que Martine et Choupi. On ne meurt pas dans Choupi. Par exemple, ni Martine, mais il ne meurt pas. Voilà. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mort. Alors, Bettelheim, psychanalyste, il disait que ces livres-là, ils sont super angoissants pour les enfants parce que les enfants disent « Mais moi, j'ai peur. Moi, je me pose plein de questions. Et Martine, je suis pas normale, quoi. » Voilà. Bon. Personne n'est mort et traumatisé en lisant Martine et Choupi. Et les enfants en ont besoin, comme nous en avons besoin, nous avons besoin de nous divertir. Très bien. Dans la littérature de jeunesse, le souci il y a 50 ans, c'est qu'il n'y avait que ça. Parce que la deuxième fonction de la littérature, elle est plus importante pour Paul Ricoeur, c'est qu'on va lire un livre ou on va au cinéma, non pas pour oublier le réel, mais pour mieux le penser. Et donc, on ouvre un livre, on regarde un film, et ça va nous bousculer. Voilà. Je ne vais pas ressortir forcément pareil avant et après avoir lu ce livre, avoir vu ce film, etc. Alors, et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors là, je vous en montre quelques-uns, quoi. Alors, voilà. Littérature subtile, complexe,
poétiques, avec plein d'implicites, plein de résistances, diraient les didacticiens de la littérature, voilà, et qui vont aborder, je le mets dans la formule là, de façon complexe, des questions complexes. Et c'est à partir de ces ouvrages-là, j'allais dire bien évidemment, qu'on va animer des ateliers de philosophie avec les enfants. Voilà. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'implicite, des dilemmes moraux, qui sont au cœur de l'œuvre, pour soulever des questions philosophiques, se mettre à la place des personnages. C'est très important par rapport à cette distanciation affective. Et c'est ces ouvrages-là qui peuvent vraiment servir de médiation dans les ateliers philo. Et puis, on a vu apparaître aussi, si on est toujours sur ce chapitre de la littérature, une mode éditoriale qui n'existait pas il y a 15 ans. Ça n'existait pas. C'est la mode des manuels de philo pour enfants. Voilà, c'est un genre nouveau. Alors, il n'y en avait pas il y a 15 ans et aujourd'hui, ils poussent comme des champignons. Toutes les maisons d'édition s'y mettent. Il y a Gallimard, il y a une super revue, Phileas et Autobulle, il y a Strapi, il y a Philofolie, il y a Les Petits Platons, il y en a plein. Alors ça, vous voyez, d'un point de vue anthropologique, on vit dans une époque où, oui, on peut dire aujourd'hui que nous reconnaissons, en Occident, la capacité aux enfants à avoir droit à de la littérature au sens, vous voyez, littéraire du terme, des grands récits qui abordent des questions complexes et qui peuvent bouleverser et faire réfléchir le sujet, pas seulement une littérature de divertissement. Et puis en plus, on a dans le marché de l'édition des petits manuels de philo pour enfants. Donc on peut dire d'un point de vue du symptôme historique que notre époque reconnaît effectivement aux enfants leur capacité à philosopher et à avoir accès à de la grande littérature. 2 phrases d'auteurs jeunesse que j'adore, qui disent tout ce que je viens de dire beaucoup mieux que moi, comme quoi j'aurais pu passer directement par là. Philippe Corentin, petit hommage, parce qu'il a disparu la semaine dernière, grand auteur jeunesse, Philippe Corentin. J'adore cette phrase. Il ne faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut des livres pour endormir. Et nous aussi, on a besoin de livres parfois pour nous endormir parce que le monde est dur. Voilà. Et puis on a besoin de livres ou d'œuvres d'art. Vous pouvez remplacer le mot livre par art, par fiction, par tout ce qui est. Mais on a besoin aussi d'œuvres qui vont nous réveiller le matin. Et autre phrase aussi, c'est un auteur que j'aime particulièrement. Elle est un peu plus trash, mais je l'adore. En plus, Tommy Ungerer, il faut traumatiser les enfants, sinon ils finiront experts comptables. Voilà. Alors, il a prononcé cette phrase à un colloque des psychologues scolaires en ouverture. Voilà. Bon, tout ça pour dire que les enfants ont eux aussi besoin d'œuvres qui vont les bousculer et ils ont besoin d'œuvres aussi pour les éclairer. J'ai écrit un livre avec Nathalie Prince, ça s'appelle Les Lumières de la fiction. Voilà comment la fiction, elle nous aide aussi à y voir plus clair dans le réel. Combien de temps? J'ai pas le temps. Vas-y. Un quart d'heure. Ok. Allez. J'aurai pas le temps de tout faire, c'est pas grave. Hein. On se reverra. Vous me réinviterez. Hein. Je suis obligée de revenir en Polynésie si je n'ai pas fini ma course. D'accord. Donc je fais des choix. Désolée. Alors, comme je suis sur la littérature, je vais rester là-dessus sur pourquoi la littérature spécifiquement. Alors ça, c'est vraiment un peu des conclusions que j'ai pu depuis mes 20 ans de recherche. D'ailleurs, derrière, c'est une illustration de Claude Conti. C'est Adèle, justement, qui lit. La littérature, elle nous offre des expériences de pensée qui nous permettent de mieux comprendre le réel dans sa globalité et sa complexité. La littérature nous ouvre sur l'altérité. Ça, c'est très important, et notamment, je vais parler de la philosophie avec les enfants. Et ça, Ricoeur, justement, le dit très, très bien, parce que lui aussi, il a beaucoup travaillé sur la médiation de la littérature pour philosopher. Il se sert beaucoup des œuvres littéraires, notamment Madame Dalloway de Virginia Woolf. Bon. Pourquoi? Pour une chose très simple, il dit, nous, en tant qu'individus, notre expérience du monde, elle est, désolé de vous le dire, extrêmement limitée. Si vous regardez que ce que vous avez vécu depuis votre naissance, vous n'avez qu'une connaissance minimale, mais vraiment 0,0 de tout ce qu'une condition humaine peut vivre. Vous voyez ? Vous avez grandi dans un milieu particulier, dans un contexte particulier, dans une famille particulière, vous avez fait des rencontres particulières, mais le champ des possibles se réduit, désolé de vous le dire aussi, au fur et à mesure. Choix du métier, choix des amours, tout se réduit. Non. Et Ricoeur dit pourtant la philosophie, elle doit être globale, elle doit être globalisante. Donc comment j'ai accès à une multiplicité d'expériences que le réel ne m'offre pas? Ricoeur dit, par exemple,
En tant que philosophe, je voudrais travailler sur le meurtre. Rien comme je dis, tout ça. Or, j'ai jamais tué personne. Qui peut me parler de cette expérience dans la salle? Comment on réfléchit? Comment on réfléchit là-dessus? Voilà. Eh ben, bon, vous avez compris la solution, hein, Ricoeur dit, il y a Crime et Châtiment, par exemple. Et donc, Crime et Châtiment, ça va être ce que Ricoeur rappelle le grand laboratoire. La littérature pour Ricoeur, alors j'ai une phrase magnifique, elle est là, les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire, quand on ouvre un livre, un film, hein, série éventuellement aussi, sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal. C'est-à-dire que se plonger dans ce laboratoire de l'imaginaire va me permettre de vivre par procuration toute une série d'expériences que le réel ne me permettra jamais de vivre, et je peux en m'identifier en personnage, le penser. Donc je peux vivre des histoires d'amour, j'aurais pas le temps de le montrer, mais je pourrais devenir invisible comme le berger Gigès dans le mythe de Platon et me demander, mais moi, si j'avais la bague, invisible pendant toute une journée, qu'est-ce que je ferais? Exploration menée dans le royaume du bien et du mal. Je vous en donnerai un article que j'ai écrit sur l'anneau de Gigès. J'ai pu expérimenter dans plein de classes différentes, mais je veux dire parce que les enfants du monde entier disent. Et comment on réfléchit bien sur le bien et le mal après, sur s'imaginer invisible une journée. Bon, vous voyez, donc c'est ça ce que je voulais dire. La littérature m'offre une multiplicité d'expériences que le réel ne m'offrira jamais, et donc elle m'ouvre une multiplicité de possibles. Bon, ça, c'est la première grande fonction de la littérature. Elle facilite ainsi la rigueur intellectuelle de la réflexion. On peut argumenter, on peut problématiser, on peut conceptualiser à partir de ces expériences de pensée. Et enfin, elles permettent d'instaurer ce que j'ai appelé dans ma thèse la bonne distance affective entre l'intime, qui est trop proche, qui est trop chargé d'affect pour penser sereinement, et le concept, qui est trop abstrait, qui est trop loin. Voilà. Il faut la bonne distance. On ne fait pas un atelier de philosophie sur la mort quand on est soi-même en plein deuil. On ne peut pas. On ne philosophe pas. On ne fait pas un atelier philo sur l'amour quand on est en plein chagrin. On a envie de se consoler. Il n'y a pas longtemps, si vous aurez peut-être le lien, il y a eu une émission sur France Culture sur comment parler de la mort aux enfants. Et la journaliste me disait, alors est-ce qu'on vous demande d'intervenir quand il y a un deuil? Surtout pas. Les psychologues peuvent intervenir. Il y avait Hélène Romano aussi dans l'émission. Elle disait, moi je peux intervenir. Ben oui, psychologue, on console, on rassure, on donne des repères, on est au ciel et tout ça. Pas en philo. La philo, elle ne rassure pas, attention. Non, mais c'est vrai, hein, elle émancipe. Mais elle ne rassure pas forcément. On va donner des repères aux enfants, mais d'abord on est bousculé, puis il y a différentes façons de voir, il y a plusieurs façons de voir. On ne peut pas dire aux enfants, c'est ça. Hein. Non, philo, il faut accepter d'être vulnérable, il faut accepter de la complexité. Alors, on va le faire, vous voyez, avec beaucoup de bienveillance, d'humour, pour que les enfants acceptent cette vulnérabilité. Il y a des questions, mais il n'y a pas une réponse possible. Il faut accepter qu'il y en ait plusieurs. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est comme ça. C'est aussi ce qui fait la richesse de ces questions-là. C'est qu'elles sont complexes. Donc, on ne parle pas de soi, et en même temps, si je vous dis, donnez-moi les attributs du concept d'amour véritable, là maintenant, vous voyez, c'est un peu loin, quoi. Il va falloir incarner. Alors, sur l'amour, si vous voulez faire un atelier philosophie sur cette question, moi, je vous conseille une adaptation de Cyrano, par Rebecca d'Outremer, qui est magnifique. Cyrano aime-t-il Roxane? Je vous laisserai réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'aimer vraiment quelqu'un? Est-ce qu'il aide son rival à séduire celle qu'il aime, hein? Est-ce qu'on peut aimer sans être jaloux? Les ados disent non, par exemple. Elle n'est pas très libre quand même de ses choix. Hein. Il lui ment. On peut aimer vraiment et mentir? Oh, on laisse réfléchir. En fait, attention, il y a les cas de divorce après. Quand Est-ce qu'il aimait vraiment quelqu'un? Bon, allez, voilà. Je passe. J'ai 50 diapos que je passe, hein, d'accord? Vous voyez, j'ai ça, voilà. Et je termine, Ouais, voilà. Bon, j'ai dû faire des choix, donc ça tombe peut-être un quart d'heure de discussion, mais en conclusion, je voudrais revenir, ça me semble important, sur la dimension politique de ces pratiques. Alors d'abord, moi, je crois que notre métier est politique. L'école est politique, l'école n'est pas neutre, hein, elle est impartiale, mais elle défend une certaine valeur. Moi, si je parle au nom de l'UNESCO, l'UNESCO aussi, c'est pareil, on défend une certaine vision du monde humaniste.
démocratique, on défend la démocratie, par exemple, comme régime politique. Tout le monde ne le défend pas, mais en tout cas, l'UNESCO le défend. Les valeurs humanistes d'égalité, par exemple, tout le monde ne les défend pas, mais nous, on les défend. Voilà, donc pas de neutralité, forme d'impartialité, mais en tout cas, il y a des choses qui ne se négocient pas, en tout cas, dans notre maison. Il y a par exemple la maison de l'UNESCO ou la maison de l'école, de la République, enfin, on pourra discuter avec tout ça. Je reviens sur cette dimension politique en partant un petit peu du XVIIIe siècle. En 10 minutes, vous allez voir, je vais la synthèse jusqu'à aujourd'hui. Bon. Mais en montrant cette citation, c'est une gravure de Goya, je ne sais pas si vous la connaissiez, et elle s'appelle « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Je ne sais pas, mais moi, elle me parle encore, là. Je sais pas, il y a des trucs, ça résonne. Hein, on est à la fin du XVIIIe siècle. Il y a des philosophes qui sont quand même des fous, hein. Des gens comme Rousseau, des gens comme Kant, ils se disent, bon, et ça, c'est vraiment de la science-fiction politique. Rousseau, par exemple, il meurt 10 ans avant la Révolution française. Vous ne connaissez pas. Il écrit un contrat social en disant, on imagine, c'est une expérience de pensée, hein, c'est une utopie totale, il ne pense pas du tout que ça pourra arriver, on imagine, quoi. On imagine un jour, il n'y aura plus de monarchie de droit divin. Puis un truc encore plus fou, Quentin, alors lui est encore plus fou, on imagine, hein, pareil, ça n'existera jamais, mais imaginons que les enfants, ils aillent gratuitement à l'école. Bon, ça n'arrivera pas, hein. On imagine. Ce jour-là, disent les philosophes des Lumières, dans cette science-fiction politique, il n'y a plus de monarchie de droit divin, l'instruction est obligatoire et gratuite, en plus, de fou. Bon. On imagine dans ce monde-là. Bon. Ces philosophes-là du 18e, ils étaient persuadés que si ce monde un jour arrive, on est en démocratie et l'instruction est diffusée gratuitement à tous, bon, eh bien forcément pour ces philosophes-là, le monde sortirait définitivement de la barbarie. Ah, c'est sûr. Le savoir libère et le savoir rend meilleur. Bon. Kant écrit un texte intéressant qui s'appelle « Projet pour une paix perpétuelle ». Alors lui, encore plus fou, donc il imagine tous les États du monde vivent de façon démocratique et ils sont instruits et il appelle ça la société des nations. Ça deviendra la SDN, ça deviendra l'ONU. Mais quand on dit « et projet pour une paix perpétuelle », dans ce monde-là, démocratique et instruit, le monde, mais forcément sortira définitivement de la barbarie. Espoir des Lumières. Cet espoir-là, il s'écrase, mais complètement au milieu du XXe siècle, avec l'avènement du nazisme. Ce qu'on appelle le scandale Auschwitz, hein, vraiment en philosophie, voilà. Et quelqu'un dont je vais vous parler s'appelle Hannah Arendt, qui a grandi, elle, dans les années 20 à l'université allemande, qui avait un professeur qui s'appelait Cassirer, qui était un grand spécialiste de la philosophie des Lumières, et ils étaient vraiment convaincus quoi, de que la démocratie et le savoir rend les hommes meilleurs. Bon, ils vivent le fait qu'au cœur de l'Allemagne instruite, hein, il y a la pire des barbaries, presque on peut dire. Bon. Hannah Arendt, donc elle est philosophe, elle arrive à échapper, elle est juive, elle arrive à échapper à la déportation et à la Shoah en se réfugiant aux États-Unis, elle devient journaliste. Et dans les années 1960, elle assiste au procès d'un haut dignitaire nazi qui s'appelle Eichmann, vous connaissez peut-être cette histoire, hein. Et elle se pose vraiment la question, cette question-là, c'est comment, au cœur d'une démocratie instruite, les hommes peuvent être barbares. C'est complètement insensé, cette histoire. Comment c'est possible? Bon. Elle assiste au procès d'Eichmann, qui est un homme instruit, cultivé, poli. Donc, vous voyez, moi, je vois la politesse en EMC, quoi. Le poli et le barbare. Hein. Il peut être très cultivé et barbare. Ça, on le découvre. Hein. Donc, c'est un homme cultivé, c'est un homme poli, bon voisin, il fait des barbecues, il est sympa, Eichmann, quoi. Et alors, non, mais en gros, je résume ce que dit Hannah Arendt, puis pardon pour les raccourcis, hein. Elle fait la distinction, en voyant cet homme parler et se défendre, elle fait cette distinction entre l'intelligence et la pensée. Elle dit, Eichmann est intelligent, ça ne fait aucun doute, il n'est pas stupide, bon. Il n'est pas inculte, c'est un homme très cultivé. Par contre, il est incapable de penser. Par exemple, elle dit il ne fait pas la distinction élémentaire en cours de philo terminale entre ce qui est légal et ce qui est légitime.
La défense d'Eichmann, droit dans ses bottes, c'est mais je ne vois pas pourquoi je suis devant un tribunal. Moi, j'étais fonctionnaire, c'était la loi. On m'a demandé de remplir des trains, ils étaient bien remplis. J'ai bien fait mon travail. Je ne vois pas pourquoi je suis... Ils ne comprenaient pas. On m'a demandé d'obéir, mais c'était la loi. Il dit, mais à un moment donné, comme dire, je suis désolée, je fais une aparté pour mes copains là-bas. T'es con quoi? Légal, légitime. C'est con quoi? Mais c'est pas pareil. Ça peut être la loi, mais ça peut ne pas être juste. Il fait pas ça. Incapable. Non. Et donc voilà ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle appelle la banalité du mal. On peut être très intelligent, rationnellement, très cultivé, très poli et être un barbare parce qu'on est incapable de penser. C'est ce qu'elle dit, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. J'ai mis la référence d'une émission de France Inter, France Culture, si vous voulez, sur la banalité du mal chez Hannah Arendt. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Et je termine, là-bas. Je vais vite, j'ai 2 diapos, là. Et ce qu'elle dit, pour que l'éducation, pour que l'école soit véritablement un lieu de formation de citoyens ou de citoyennes éclairés, elle ne doit pas seulement développer l'intelligence du sujet, pas seulement, ça veut dire qu'elle doit le faire aussi, transmission de la culture, c'est important là, de transmettre la culture, mais pas seulement, en tout cas pas de façon passive, et non plus de la rationalité, mais elle doit surtout éveiller sa pensée, c'est-à-dire l'esprit critique, le doute, la complexité en lien profond avec l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre. Inutile de vous dire qu'Eichmann n'a aucune empathie. Incapable de douter, incapable de penser, incapable d'être dans la pensée complexe, Eichmann, mais c'est ce qu'il faut apprendre à nos enfants, justement, c'est l'inverse de ça, l'acceptation des désaccords et de sa propre importante vulnérabilité. Voilà. Et être presque fier d'être vulnérable, parce que c'est ce qui fait aussi notre dignité, notre vulnérabilité face à ces grandes questions. Et Arendt, elle appelle de ses voeux, on est dans les années 60, la création d'oasis de pensée. Pour que les démocraties puissent survivre, il faut offrir, elle ne parle pas des enfants, elle parle des adultes, et elle dit il faut que les citoyens et les citoyennes puissent avoir des temps et des espaces où ils font pause par rapport à l'affairement du monde. Il n'y avait pas Internet quand elle dit ça. Parce qu'elle dit, on est dans l'affairement, on est dans le quotidien, on est dans l'urgence. Elle dit dans les années 60. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Voilà. Et on ne prend jamais le temps de se poser pour réfléchir collectivement, ensemble, sur ce qui fait lien entre nous, sur ces questions importantes qui font lien entre nous. Donc, je vous pose la question. Quand vous-même, posez-vous la question, quand avez-vous, vous, ces oasis de pensée? On arrête l'affairement du monde, on se met ensemble et on réfléchit, c'est quoi une voie juste? C'est quoi une vie réussie? C'est quoi aimer vraiment quelqu'un? Pas le café du commerce entre copains, là, on voit des cours. Non, on se pose. On réfléchit vraiment, de façon rigoureuse, coopérative. Ces temps-là, franchement, ils n'existent pas. À l'école, par contre, on peut les faire. On peut les créer, ces oasis de pensée. Je pense vraiment que les ateliers de philosophie peuvent être une mise en acte et une mise en œuvre de ces oasis de pensée qui sont indispensables en démocratie. C'est terminé. Voilà. Je me permets de citer un message collectif voilà, qui est le fruit d'un colloque qu'on a fait l'année dernière à la BNF. Je ne sais pas si vous connaissez Hartmut Rosa, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Bon, voilà, c'est un philosophe allemand, sociologue allemand, qui travaille beaucoup sur l'accélération du temps, comme danger aussi par rapport à nos vies démocratiques. Il est parrain de la chaire UNESCO sur la philo avec les enfants, et on a fait un colloque avec lui. Et vous aurez des actes de colloque. Voilà, un paradigme pour l'émancipation, la reconnaissance et la résonance chez Raison Publique. Il va sortir, c'est assez, dans quelques jours, quelques semaines. Voilà. Ouais, vas-y. Merci Edwige pour cet exposé toujours aussi passionnant et passionné. Je ne sais pas s'il va y avoir des questions. Bonjour, merci beaucoup effectivement pour cette conférence qui fait toujours autant réfléchir.
Alors moi, j'ai bien compris que c'était un concept important, la vulnérabilité, et tu en as à de nombreuses reprises beaucoup parlé, et j'aimerais vraiment qu'on revienne dessus. Qu'est-ce que tu mets exactement sur ce terme? Je parle vraiment, tu vois, sur le prisme de la philosophie. Hein. D'accord, ici. Je verrais ça comme justement le fait que, en tant qu'être humain, les questions les plus importantes qu'on se pose, ce sont des questions qui sont philosophiques. L'amour, le bonheur, la justice, la vérité, la mort. Bon, c'est vraiment des questions qui sont vraiment centrales. C'est pour ça que ça m'énerve quand on dit que la philosophie, elle est abstraite. Hein. C'est super concret, ces questions-là. Bon. Et que par rapport à ces questions-là, leur spécificité, à ces concepts, c'est qu'ils ne trouveront jamais de réponse définitive. Scientifiquement, personne ne trouvera dans une formule mathématique ou physique ce que c'est que la liberté, ce que c'est que la vérité, ce que c'est qu'une vie réussie, ce que c'est que l'amour authentique. Et donc, il faut accepter que sur les questions les plus importantes, eh bien, on soit faillible. Lippmann, il parle de faillibilité. Donc, accepter qu'il y ait plusieurs réponses possibles, et ça, on le voit bien dans les ateliers philo, où les enfants vont aboutir à différentes idées, à différents repères. Il y a différentes façons d'y répondre. Et il faut accepter que la façon dont moi je réponds ne soit pas une vérité universelle. Si je crois en Dieu, ben, il y en a qui croient en d'autres dieux, puis il y en a même qui ne croient pas. Donc, il faut accepter la pluralité des réponses possibles. Et il faut accepter d'être dans le doute. Il faut accepter de dire je sais pas, je sais plus. Je pense à ce moment-là, mais ça peut changer, ça peut bouger. Et on a le droit de pas être d'accord avec moi. Donc voilà ce que j'appellerais ici la vulnérabilité, la faillibilité. C'est l'inverse du dogmatisme. Question? Voilà, donc le mot magnifique, même si je n'ai pas fait tout de suite, j'adore le sujet. Je reviendrai. Oui, voilà, il faut le dire. Effectivement, il faut qu'on parle philosophie avec les enfants parce que j'ai eu la chance de le doubler, ma terminale. Ah, c'est bien. Oui, parce que la première année, c'est vrai, je n'ai pas pu apprécier la philosophie et la deuxième année, on avait un super professeur. Il faut doubler sa terminale. Avec mes enfants. Et en plus, ça m'a fait rire quand vous avez parlé de croyances. Parce que j'ai ma fille, donc je vous partage juste une petite anecdote. Elle me disait, mais maman, tu m'as dit qu'il y a des millions de personnes pendant des années, des siècles, qui croyaient que la Terre était plate. Peut-être que Jésus n'a pas existé. Là. Ouh. La vérité. La vérité, croire et savoir. Voilà, il faut croire, savoir. Critique, hein. Ouais. Si je peux me permettre, c'est vrai que les parents ne sont pas les mieux placés pour faire de la philosophie avec les enfants parce que les parents, et en tant que parents, on a envie de transmettre à nos enfants des valeurs particulières, des croyances particulières, des convictions particulières. Le philosophe, il va venir bousculer tout ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les ateliers de philosophie avec les enfants à l'école, les enfants vont devoir accepter, on parle de vulnérabilité à l'instant, mais que ce qu'ils entendent dans la famille, c'est une vision du monde particulier. Et les parents doivent l'accepter aussi. D'où le dialogue, on a assisté mardi à une très belle thèse sur l'implication des parents. Simon Després, vraiment désolé qu'il ne soit pas là, Simon, aujourd'hui. Et un beau travail sur l'implication des parents, et c'est très important. C'est un lieu d'émancipation. Les parents doivent accepter que ce qu'il va se dire à l'école, eh ben, ça va bousculer aussi leurs propres croyances, leurs propres convictions, mais c'est le lieu de l'émancipation, l'école, par rapport aussi à ce qu'ils peuvent entendre dans la famille. Et en même temps, bien sûr, il faut que ça soit avec un immense respect. Voilà, et prendre en compte, évidemment, que ce qui se joue dans l'entourage familial de l'enfant. Mais en tant que parent, je crois qu'on n'est pas très très bien placé, justement, parce qu'on est en tension entre ce qu'on a envie de transmettre
en tant que parent, c'est tout à fait légitime, et une posture philosophique qui va venir bousculer justement ce qu'on transmet. Et c'est pour ça que je dis en vitesse aussi, c'est pas facile à l'école de faire des ateliers philo sur tout ce qui va relever des éducations A par ailleurs, et la différence, l'égalité, garçon-fille. C'est super compliqué à faire en philosophie parce qu'on vient bousculer aussi des valeurs qu'on a à transmettre par ailleurs. Bon, je pourrais passer beaucoup de temps à faire la différence entre éducation A et atelier de philosophie parce que justement, c'est des frontières qui sont très complexes à aborder. Des questions? Merci pour ce voyage philosophique. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris dans la définition du double fonction du récit, à la fois évasion et à la fois moteur de la pensée. Il y a quelque chose. Parce que des fois, pour choisir un film, on dit ça serait pour ne pas penser, ça serait un film pour penser. Voilà. Et où se situe la frontière? Comment se joue cette double fonction? Si on parle de la littérature de jeunesse, si on prend des exemples là, les ouvrages, mais c'est pareil, vous me posez une question, on pourrait faire un colloque là-dessus, hein. Mais ce sont des ouvrages qui ne vont pas être résistants, si on parle en didactique. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'implicite, tout est dit, il n'y a pas de grandes questions existentielles, philosophiques, politiques qui sont au cœur de l'ouvrage. Et Martine, elle prend le train, elle prend le train. Voilà. Voilà. Choupi, voilà, il va chez le dentiste, il va chez le dentiste. Voilà. Bon. Et c'est le pire qui peut arriver, la condition humaine dans Choupi, c'est aller chez le dentiste, t'as pas plus. Hein, voilà. Bon. Alors que vous allez avoir d'autres ouvrages, tout va être poétique. Il va y avoir plein d'implicites, plein de non-dits. Il va y avoir un décalage entre ce que dit le texte et ce que montre l'image. Je pense à Philippe Corentin, l'Afrique de Zygomar, pour ceux qui connaissent, quoi. Bon, il y a le lecteur va être sollicité en tant qu'acteur pour y trouver du sens, à la fois dans la compréhension de la narration, mais aussi il va aborder des questions qui sont des questions existentielles. Donc voilà comment je pourrais répondre. Et je pense qu'en tant qu'adulte, vous êtes devant un cinéma et puis vous avez un Marvel d'un côté et puis un film iranien de l'autre et vous savez très bien voilà, que et les deux sont extraordinaires, on a besoin de divertissement. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas philosopher à partir des Marvel, hein. Ça je pourrais en parler aussi, mais la pop culture, c'est des super objets pour animer les ateliers philo, Harry Potter, voilà, Game of Thrones pour ceux qui aiment. Les auteurs qui s'appellent Marianne Chaillan, que j'aime beaucoup, qui est une philosophe qui a des livres de vulgarisation de la philo à partir des séries, à partir d'Harry Potter, etc. Donc on peut philosopher à partir des objets qu'on appellera de culture populaire. Et disons que je faisais une distinction dans le sens où il y a 50 ans, les enfants n'avaient accès qu'à une littérature de divertissement et très moralisatrice. Voilà. Et depuis 50 ans, justement avec une reconnaissance de l'enfant comme sujet, on a vu une création littéraire à destination des enfants, ce qui est tout à fait nouveau. Alors les frontières, vous voyez, entre la littérature, la paralittérature, encore une fois, on pourrait vraiment faire un colloque là-dessus, c'est vraiment très important. Mais retenons, voilà, ces deux fonctions importantes du récit et de la fiction. On a besoin de se divertir, on a besoin aussi de réfléchir. Je crois qu'on a la place. Bonjour, merci beaucoup. C'est toujours bon de philosopher le bon matin. Donc à 14h. C'est bon. Peut-être une question terre à terre. On a vu que la philosophie était terre à terre aussi. Dans les écoles, moi j'ai été enseignant du premier degré pendant plusieurs années, surtout en éducation prioritaire. J'ai été formateur d'enseignants dans le premier degré. J'ai milité pour les communautés de recherche philosophique. J'en suis convaincu. J'ai essayé toute forme de dispositif pour essayer de motiver les collègues, de fournir des outils. Et à chaque fois, je me heurtais à des enseignants qui étaient préoccupés par les fondamentaux et pour qui finalement la philosophie était peut-être une variable d'ajustement, voire une idée qui n'avait pas sa place à l'école. Donc du coup, deux petites questions. Est-ce que tu as des chiffres sur l'évolution, la mise en place de la philosophie à l'école? Qu'en est-il dans les pratiques des enseignants aujourd'hui? Et deuxièmement, si cette pratique n'est pas assez répandue, est-ce que tu penses à des moyens pour
faciliter la mise en œuvre des ateliers philo dans les écoles. Merci beaucoup. Merci. Non, alors on n'a pas d'études sociologiques. Ça, c'est vraiment, je le dis depuis longtemps, j'aimerais bien je lance un appel, une thèse, mais sur la sociologie des pratiques. On a des recensements qui sont vraiment purement intuitifs, où on sait que dans telle région, parce que justement dans cette INSPE, dans cette IUFM, il y a un formateur. Je veux dire, par exemple, à l'INSPE de Nantes, ils en ont les études chez vous. Hein, mon collègue Olivier, moi, etc. On l'a dans notre maquette. C'est toujours la question de la formation. Hein. Ah, c'est le nerf de la guerre. Hein. Et là aussi, on est aussi dans le cadre d'un projet Erasmus avec des collègues formateurs que je salue, de l'INSPE du Mans, voilà. On va vraiment œuvrer à la formation des acteurs sur le terrain. Et donc, ce serait très important d'avoir une étude sociologique sur la réalité des pratiques. Et le nerf de la guerre, c'est la formation. Et je me permets de remonter cet ouvrage-là, parce que je pense vraiment ce qu'il faut dire aux collègues, c'est que la philosophie, c'est pas en plus, c'est au cœur. Voilà. C'est ce que j'appelle une école philosophique. La philosophie, ça ne devrait pas être 1 heure par semaine, c'est l'école qui devrait être philosophique, parce qu'on peut vraiment philosopher dans toutes les disciplines. Il y a une posture philosophique, il y a un rapport au savoir, il y a une posture de l'enseignant qui peut insuffler toute la pratique de classe. Et ça, pour le coup, on a beaucoup travaillé sur la posture de l'enseignant dans les ateliers philo. Il y a des études qui ont été faites, il y a des enseignants qui disent « je ne peux plus enseigner comme avant ». C'est pas 1 heure par semaine, c'est pas possible. En fait, c'est tout le temps. Et en plus, on peut philosopher en sciences, on peut philosopher en art, on peut philosopher en mathématiques, on peut philosopher en sport, on peut philosopher dans toutes les disciplines. C'est aussi la faiblesse et la force de la philosophie, elle est partout. Hein. Voilà. Donc, on peut faire la philosophie dans les disciplines et ça permet de donner ce qu'on appelait la saveur des savoirs. C'est-à-dire donner aux enfants des temps aussi où on leur permet de s'interroger sur ce qu'ils sont en train de faire. Quand on fait de l'art, qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est que le beau? Est-ce qu'il faut forcément être bon en dessin pour faire des arts plastiques? La place de la technique, c'est une question philosophique. Et quand on fait ces ateliers-là de philosophie avec les enfants, ça permet de lever aussi des représentations sur ce qu'on attendait dans ces disciplines-là. Est-ce qu'il y a des jeux de filles? Est-ce qu'il y a des jeux de garçons? C'est intéressant le sport de se poser de prendre le temps de se poser cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique? On est en sciences, on est en mathématiques. Donc les disciplines peuvent être vraiment insufflées par la réflexion philosophique pour permettre aussi aux élèves de retrouver le sens du savoir. Donc, c'est surtout pas en plus des autres disciplines. Ça peut être basiquement dans l'heure de l'enseignement moral et civique, couplé avec la littérature, couplé avec les arts visuels, mais en plus, ça peut être vraiment intégré à toutes les disciplines scolaires. Donc, je vous invite là aussi, dans cet ouvrage-là, j'ai écrit un maximum là-dessus, l'école philosophique. Et c'est pour ça que moi, dans le projet Erasmus, j'ai convié mes collègues, voilà, de toutes les disciplines, pour qu'à l'INSPE du Mans, on puisse intégrer aussi les ateliers philo, pas seulement dans le module sur l'enseignement moral et civique, mais en sciences, mais en art, mais en sport, mais voilà, dans toutes les disciplines. Bien, et une question. Pour revenir sur ce que vous disiez, la barrière, elle vient aussi de l'enseignant qui ne se sent pas légitime. Voilà, pas légitime pour évoquer ce genre de sujet en classe. Cette barrière-là qu'il faudrait casser. C'est la première, je pense. Cette peur de ne pas réussir à amener l'enfant à ce qu'on aimerait. Puis la philosophie comme discipline, qui paraît souvent inaccessible, ils ne se sentent pas légitimes. Représentation que l'on a. Oui, parfois. Mais je crois qu'on peut un peu ça encore une fois. Vous avez regardé, c'est ça, handicap?